Jake et Marcus ont tous les deux 50 000 € d'économie. Ils pensent avoir fait le meilleur investissement de leur vie. Pourtant, ils ont tous les deux profondément tort. L'un d'eux va perdre de l'argent chaque mois, l'autre va découvrir ce qui se passe quand un investissement ne génère absolument aucun revenu par lui-même. C'est une dure réalité. Dans 20 ans, quand on fera les comptes précis, ils se devront des excuses mutuelles. Soyons équitables, ils ont le même âge, le même salaire et vivent dans la même ville. La seule véritable différence, c'est ce qu'ils décident de faire avec ces 50 000 €. Jake choisit d'utiliser cet argent comme apport de 20% pour un bien. Il achète une maison à 250 000 €, un modeste 3 pièces dans un quartier très correct. Il contracte ensuite un prêt immobilier sur 30 ans à taux fixe. Avec un taux d'intérêt de 7%, sa mensualité s'élève à environ 1 330 €. Il trouve assez rapidement un locataire prêt à payer un bon loyer mensuel. Le loyer fixé est de 1 800 € par mois. Sur le papier, cela représente un bénéfice net de 470 € chaque mois avant de dépenser le moindre euro. Avant même d'avoir dépensé un seul centime supplémentaire, Jake se sent comme un véritable génie de la finance moderne. Mais la réalité de l'investissement immobilier est différente. De son côté, Marcus prend ses 50 000 € et décide d'acheter de l'or, des lingots physiques réels. Il place tout son capital dans cet actif que le monde qualifie de sûr. Pour Marcus, il n'y a absolument pas de prêt immobilier, pas de locataire capricieux, pas d'appel téléphonique incessant à gérer et surtout pas de toit qui fuit en pleine nuit. Marcus vérifie la valeur de son portefeuille une seule fois par mois et ne fait absolument rien d'autre. C'est le même argent de départ, la même ligne, mais deux paris opposés. Pendant les toutes premières années, Marcus semble être le plus intelligent. L'or flambe soudainement à cause des craintes liées à l'inflation et de l'instabilité économique mondiale. Les banques centrales achètent massivement à des niveaux records. En une seule année, l'or bondit de 25 à 30%. Les 50 000 € de Marcus explosent. Son investissement vaut soudainement 63 000 €, peut être même beaucoup plus. Et il n'a absolument rien fait pour mériter cela. Il n'a réparé aucune toilette bouchée. Il n'a pas eu à sélectionner de locataires, ni reçu d'appels paniqués à 2 h du matin pour un tuyau cassé. Il est juste resté assis là, sereinement, et s'est enrichi tranquillement. Pendant ce temps, Jake vit au quotidien dans une réalité totalement différente. Son premier locataire saccage la cuisine sans ménagement et déménage après seulement 8 mois. Il faut 6 longues semaines à Jake pour trouver un remplaçant fiable. Cela signifie 6 semaines complètes sans aucun loyer encaissé. Mais le prêt immobilier, lui, ne s'arrête jamais. Les impôts fonciers ne s'arrêtent pas non plus, tout comme l'assurance habitation. Et n'oublions pas la réparation imprévue du système de chauffage qui lui coûte une petite fortune. Quand on additionne méthodiquement le prêt, les impôts, l'assurance, l'entretien régulier et la vacance locative, le flux de trésorerie réel de Jake la première année est négatif. Il n'a pas du tout gagné 470 € par mois. En réalité, il a perdu de l'argent chaque mois. Le téléphone de Marcus, lui, n'a pas sonné une seule fois de l'année. L'or de Marcus est en hausse constante de 30%. Il commence presque à éprouver de la pitié pour son ami Jake. Mais voici ce que personne ne dit jamais sur le marché de l'or. L'or ne produit absolument rien par lui-même. 0 revenu, pas de loyer mensuel, pas de dividendes, pas d'intérêt, pas de rendement. C'est juste une brique brillante qui reste posée là. Cette brique dorée ne vous envoie jamais de chèque par la poste. La seule façon pour Marcus de gagner de l'argent, c'est si le prix du marché augmente. Et si le prix n'augmente pas, rien. Pendant ce temps, l'inflation grignote silencieusement mais sûrement son pouvoir d'achat. Et ce n'est pas une simple hypothèse théorique. De 1980 à l'an 2000, 20 années complètes et consécutives, l'or a perdu de la valeur réelle. Il n'a pas seulement sous-performé, il a perdu de la valeur. Si vous aviez acheté de l'or à son sommet historique, vous n'auriez récupéré votre mise initiale qu'en 2008. C'est 28 longues années à détenir un actif qui ne vous a absolument rien rapporté du tout. Une éternité d'attente. Bien sûr, Marcus n'a pas acheté en 1980, mais il a acheté très près d'un sommet historique. Et historiquement parlant, c'est un point d'entrée extrêmement dangereux. Il y a aussi l'épineux problème de la fiscalité. L'État taxe souvent l'or physique différemment des actions ou de l'immobilier classique, avec des prélèvements spécifiques qui peuvent être lourds. Les impôts sur les métaux précieux ou les plus-values peuvent amputer une grande partie des gains finaux.
Même quand l'or monte fortement, l'État prend une part plus importante que sur d'autres actifs. Regardons les chiffres à long terme objectivement. De 1971 à 2024, l'or a généré des rendements annuels moyens bien inférieurs à ceux des actions. L'immobilier, grâce à la puissance de l'effet de levier du crédit, a souvent fait beaucoup mieux que les deux. La récente hausse de l'or est incroyable, mais elle fait oublier les années noires. Des décennies entières où l'or n'a absolument rien fait pour ses détenteurs. Maintenant, soyons totalement honnêtes concernant la situation de Jake. Son bénéfice mensuel espéré était une illusion. Ce bénéfice théorique de 470 € était un doux fantasme dès le premier jour d'acquisition. Voici à quoi ressemblent les véritables coûts mensuels incompressibles de Jake. Le prêt immobilier pèse 1 330 €, les impôts fonciers environ 250 € par mois, l'assurance habitation obligatoire une bonne centaine d'euros fixes, l'entretien et les réparations régulières, la règle d'or de l'industrie est de 1 à 2% de la valeur de la maison par an, pour un bien évalué à 250 000 €. Cela représente entre 2 500 et 5 000 € par an, soit 200 à 400 € par mois en moyenne lissée. La vacance locative, quant à elle, est une donnée inévitable. La moyenne nationale d'inoccupation est d'environ 6 à 8% de l'année. Cela représente grosso modo un mois complet sans aucun loyer perçu. Et si Jake engage un gestionnaire pro, c'est encore 8 à 10% du loyer perçu qui s'envole en honoraires, soit environ 150 à 180 € par mois. Additionnez tout cela avec le plus grand soin. Les coûts réels de Jake se situent entre 1 880 et 2 260 € par mois, contre seulement 1 800 € de loyer. Le compte n'y est pas. Cela signifie que dans les premières années critiques, Jake couvre tout juste ses frais ou perd carrément de l'argent chaque mois, et ce, avant même qu'une mauvaise surprise inattendue ne survienne. Et les surprises finissent toujours par arriver. Une nouvelle toiture à refaire, 8 000 à 15 000 €. Un remplacement complet du système de chauffage, 5 à 10 000 € envolés. Un mauvais locataire qui arrête net de payer et prend 3 longs mois à être expulsé légalement, ça n'a pas de prix et pas dans le bon sens du terme. C'est un véritable cauchemar absolu à gérer. Si Jake gère lui-même pour économiser les précieux frais de gestion, il sacrifie ses week-ends, ses soirées en famille et sa santé mentale. C'est un investissement en temps personnel colossal. Quand on divise son bénéfice net réel par les heures innombrables qu'il y consacre, il gagne peu être bien moins que le salaire minimum légal. L'immobilier locatif n'est pas un investissement passif, c'est un véritable second emploi exigeant que les gens s'obstinent à appeler un actif financier. Mais vers la 3e année, quelque chose commence à changer profondément dans la dynamique des deux amis. La forte hausse initiale de l'or se calme brusquement. C'est historiquement normal. L'or a tendance à grimper lors des périodes de peur, puis à stagner ou baisser doucement quand la panique retombe. De 2012 à 2019, l'or a fait un long surplace. 7 ans à détenir un actif qui n'a produit aucun revenu et aucune croissance du capital. Une longue attente frustrante. Marcus est maintenant assis passivement sur un investissement qui ne croît pas et ne rapporte strictement rien. Chaque année, l'inflation grignote impitoyablement son pouvoir d'achat réel sur le marché. Ces 63 000 € en or achètent beaucoup moins de choses qu'il y a 3 ans en termes réels de consommation. Jake, de son côté, galère toujours, mais les chiffres tournent progressivement. Les chiffres tournent lentement mais sûrement en sa faveur. Les loyers ne restent pas indéfiniment figés. Ils ont tendance à augmenter avec l'inflation d'environ 3 à 4% par an. À la 5e année, le locataire de Jake paye environ 2 000 € par mois. À la 8e année, le montant est plus proche de 2 250 €. Une belle progression. Mais sa mensualité de prêt bancaire, elle est strictement fixe et toujours les mêmes 1 330 € qu'au tout premier jour. Cet écart entre le loyer croissant et le prêt s'élargit. De plus, une part toujours grandissante de chaque mensualité va au remboursement du capital emprunté et non plus aux intérêts de la banque, ce qui signifie que l'équité de Jake se construit plus vite. La propriété immobilière elle-même s'apprécie également sur le marché. Avec un taux annuel prudent de 3,5%, la maison de Jake prend de la valeur de façon très constante et solide. Sa maison achetée 250 000 € en vaut environ 295 000 à l'année 5 et près de 345 000 à l'année 10, une belle plus-value.
Jake a toujours des maux de tête occasionnels, il reçoit toujours des appels, gère les réparations urgentes et les changements de locataires. Mais mathématiquement parlant, il n'est plus du tout sous l'eau. Son flux de trésorerie est enfin devenu positif et pérenne et sa valeur nette grimpe en flèche. Marcus ne fait toujours rien, ce qui était le but initial, mais il ne récolte absolument rien en retour. Prenons un peu de recul et examinons les chiffres complets sur une période de 20 ans. La propriété de Jake, s'appréciant de 3,5% par an, vaut désormais une petite fortune. Elle vaut maintenant approximativement 490 000 € sur le marché. Le solde de son prêt bancaire après 20 ans de paiement régulier est tombé à un niveau très bas. Il ne doit plus qu'environ 128 000 € à la banque. Cela signifie que Jake possède environ 362 000 € de capitaux propres nets dans ce bien immobilier spécifique. Un bien qu'il a pu acheter avec seulement 50 000 € d'apport initial. En plus de cela, Jake a généré un flux de trésorerie positif constant au cours des 15 dernières années d'exploitation. Même après avoir déduit rigoureusement tous ses coûts réels, chaque réparation, chaque vacances, chaque impôt, son revenu locatif net cumulé sur 20 ans est financièrement très impressionnant à voir. Il se situe entre 60 000 et 100 000 € au total cumulé. La position financière totale de Jake est donc d'environ 420 000 à 460 000 € de patrimoine. C'est la combinaison puissante de ses capitaux propres et de son flux de trésorerie. Et Marcus, si l'or suit sa moyenne à long terme d'environ 8% par an, ce qui est déjà une belle hypothèse. Ce qui est généreux vu qu'il a acheté près d'un sommet, ces 50 000 € valent environ 203 300 € après 20 ans d'attente. C'est tout ce qu'il a pu obtenir de son or. Aucun revenu régulier en cours de route, pas de chèque de locataire, mais pas de souci de gestion non plus. Juste l'appréciation du prix brut au fil de ces 2 longues et interminables décennies. Et après les inévitables taxes sur les métaux précieux, sa position nette après impôt est plus proche de 182 000 €. Comparons maintenant les 2 résultats finaux obtenus. Jake, 420 000 à 460 000 €. Marcus, environ 182 000 € net après impôt. La différence de patrimoine est absolument frappante et sans appel. La raison fondamentale pour laquelle l'écart est si grand se résume en un seul mot magique, le levier. Jake a utilisé 50 000 € pour contrôler un actif massif de 250 000. C'est un effet de levier puissant de 5 pour 1. Chaque euro d'appréciation travaille 5 fois plus dur. Marcus, lui, a utilisé 50 000 € pour contrôler exactement 50 000 € d'or. Pas de levier. 1 pour 1. C'est tout. Quand l'actif sous-jacent croît, l'effet de levier agit comme une véritable fusée. Et sur 20 ans, la fusée de Jake a eu largement le temps d'atteindre l'orbite. Si je ne vous montrais que les inconvénients de l'or, je ferais exactement comme tous les influenceurs immobiliers biaisés. Alors soyons totalement honnêtes et transparents sur la situation de Jake. L'immobilier est un actif très illiquide. Si Jake a besoin de 10 000 € demain matin, il ne peut pas vendre juste une salle de bain. Il doit s'endetter davantage ou vendre la propriété entière. Et vendre une maison prend de longs mois. Les coûts de transaction sont brutaux. Quand Jake vendra, il paiera des commissions d'agence de 5 à 6%, plus les frais de notaire incompressibles. Plus les éventuels impôts sur les plus-values immobilières sur un bien de 490 000 €, c'est 25 à 35 000 € qui disparaissent immédiatement aux frais. Tout cela s'évapore avant même qu'il ne voie un seul centime sur son compte. Le risque de concentration est également très réel. Tout l'investissement de Jake est bloqué dans une seule propriété physique, dans un seul quartier, dans une seule ville précise. Si l'économie locale s'effondre, ou qu'une usine ferme, ou qu'une zone inondable est redessinée par la mairie, sa valeur nette plonge directement. Et le coût en temps personnel ne peut être ignoré. Sur 20 ans, Jake a passé des milliers d'heures à gérer, réparer, sélectionner des locataires, gérer les urgences et s'inquiéter pour son bien. Ce temps précieux a une valeur inestimable et il n'apparaît jamais sur aucun bilan financier officiel. L'immobilier construit une grande richesse, mais il exige toujours un lourd tribut en retour. Et si vous n'êtes pas psychologiquement prêt à payer ce prix en temps et en stress, les chiffres ne fonctionnent pas aussi bien. L'or n'est pas du tout un mauvais investissement en soi, bien au contraire. C'est une très mauvaise stratégie si vous le traitez comme Marcus l'a fait. L'or gagne haut la main quand vous l'utilisez comme il a été conçu, comme une couverture de protection, pas comme un pilier.
En 2008, quand le marché boursier mondial s'est effondré de 37%, l'or a grimpé de 25%. C'est là que réside sa véritable utilité dans un portefeuille. Pendant les pires crises mondiales, l'or bondit alors que tout le reste s'effondre. Quand l'inflation a explosé récemment, l'or a largement surperformé la grande majorité des autres classes d'actifs. Si Marcus avait sagement mis 10 à 15% de son portefeuille dans l'or et investi le reste ailleurs, actions, immobilier, obligations, il aurait été parfaitement protégé contre les tempêtes. Il aurait obtenu l'indispensable protection contre les crises sans sacrifier 20 ans de croissance du capital. L'or gagne aussi incontestablement sur le terrain de la simplicité absolue de détention. Pas de locataires exigeants, pas d'entretien coûteux, pas d'impôt foncier annuel, pas d'appel à 2 heures du matin. Vous l'achetez une fois et vous l'oubliez tranquillement dans un coffre sécurisé. Pour quelqu'un qui veut une application totalement nulle dans la gestion de son investissement, cela vaut incontestablement quelque chose. Dans les pays où les devises sont instables, l'or est vital. C'est un actif portable, universellement reconnu, et cela ne dépend d'aucun gouvernement pour conserver sa valeur intrinsèque. Le problème n'est donc absolument pas l'or en lui-même. C'est la stratégie. Le vrai problème, c'est de tout miser aveuglément sur un seul actif et d'appeler cela un plan financier solide. Ni Jake ni Marcus ne se sont fondamentalement trompés sur ce qu'ils ont choisi d'acheter. Ils se sont lourdement trompés sur la quantité massive qu'ils ont choisie. Jake a tout misé sur un seul actif illiquide qui exige son temps, son argent durement gagné et sa patience absolue chaque mois. Il a brillamment obtenu l'effet de levier, le flux de trésorerie et l'appréciation, mais il a payé de sa personne pour chaque euro gagné. Marcus a tout misé sur un actif totalement stérile et passif. Un actif qui ne produit rien par lui-même. Pas de revenus réguliers, pas de rendement, pas de capitalisation. Il a obtenu la simplicité et la protection ultime contre les pires crises économiques. Mais il a tragiquement abandonné 20 ans de potentiel de gain pour l'obtenir. Le vrai piège n'est ni l'or ni l'immobilier. C'est de traiter l'un ou l'autre comme une stratégie d'investissement unique. Au lieu de comprendre intelligemment quel rôle précis chacun joue réellement dans un portefeuille diversifié, l'or est une solide armure. L'immobilier est une puissante machine de production de richesse. Vous ne portez pas une machine encombrante au combat et vous ne mettez pas une armure lourde pour travailler dans les champs. Utilisez-les judicieusement pour ce qu'ils sont vraiment censés faire. Si vous les utilisez correctement, les mathématiques financières commencent à travailler pour vous au lieu de jouer contre vous. Et si vous pensez que les actions auraient fait beaucoup mieux que les deux, vous devriez peut-être regarder notre vidéo détaillée sur les actions contre l'immobilier, car nous avons déjà fait ces calculs complexes et la réponse finale va très certainement vous surprendre. La réponse n'est absolument pas ce que la plupart des gens attendent logiquement. Et si vous vous demandez comment l'or se compare au marché boursier à lui seul, dollar pour dollar, sans aucun artifice, sans effet de levier magique, sans locataire pour payer la dette, juste des rendements purs et durs, ce sera le sujet passionnant de notre toute prochaine vidéo qui arrive très bientôt sur la chaîne. Abonnez-vous dès maintenant pour ne pas la manquer et pour continuer à développer votre esprit de prospérité avec nous. À très bientôt pour de nouvelles analyses financières toujours plus poussées.